Voici un récapitulatif des caractéristiques de l'ellipse, construite à partir de la directrice D du foyer F et de l'excentricité petit e. C'est donc la courbe qui est ici représentée, et le repère qu'on a choisi passe donc par la droite qui est l'axe focal et par le point O qui est le milieu du segment S1 et S2. Tout ça a été expliqué dans la vidéo précédente, et donc si on résume un petit coup, on a décidé que petit a représentait la distance aussi bien entre O que S1 que entre O et S2, et petit c la distance entre O et F. Sur base de ça, l'excentricité pouvait s'écrire C sur A. C est bien strictement plus petit que A, donc l'excentricité est bien strictement plus petit que 1. La directrice avait comme équation x carré égale moins A carré sur C. Le foyer a comme coordonnée moins C, 0. L'origine du repère, évidemment, 0, 0. À ce moment-là, les quatre sommets baptisés S1, S2, S3, S4 ont comme coordonnées, il y en a deux sur l'axe des X, donc plus ou moins A en abscisse, 0 en ordonnée, et il y en a deux sur l'axe des Y, 0 en abscisse, plus ou moins B en ordonnée. La numérotation de ces sommets n'est pas rigoureuse du moment que tout est cohérent. L'axe focal est donc ici l'axe des X, il a comme équation Y égale à 0, et l'équation cartésienne de l'ellipse dans ce repère x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Et le b, c'est un nombre qu'on a construit à partir de petit a et de petit c, b carré, c'est a carré moins c carré. A carré est plus grand que c, a est plus grand que c, donc a carré est plus grand que c carré. Ce nombre-ci est bien positif. Bien. Ensuite, on constate que si un point fait partie de l'ellipse, P, il a comme coordonnées x, y. Dans un premier temps, je m'intéresse au symétrique de P par rapport à l'axe des x, et j'obtiens le point que j'ai baptisé Q. Je ne sais pas encore s'il fait partie de l'ellipse ou non, mais je constate que ses coordonnées, si c'est le symétrique de P par rapport à l'axe des x, eh bien il a la même abscisse x et comme ordonnée moins y. Et je constate ensuite et je vérifie que x moins y sont deux nombres qui satisfont l'équation de l'ellipse. Moins y ou y au carré, c'est la même chose. Et donc Q est un point qui fait partie de l'ellipse. On peut faire ça pour n'importe quel point de l'ellipse, et donc l'axe des x est un axe de symétrie pour l'ellipse. Bien, maintenant je m'intéresse au symétrique du point P par rapport à l'axe des y. Je le construis, c'est le point R. Je ne sais pas encore qu'il est sur l'ellipse, mais je constate que ses coordonnées sont y est la même ordonnée que P, et les abscisses sont opposées. Donc R a comme coordonnées moins xy, et moins xy sont aussi deux nombres qui satisfont l'équation de l'ellipse, et donc le point grand R fait partie de l'ellipse. Et donc l'axe des y est un axe de symétrie pour l'ellipse. C'est le deuxième axe de symétrie. Maintenant, par rapport à P, je peux construire le symétrique par rapport à 0, 0 et obtenir le point qui s'appelle T et qui a comme coordonnées moins x, moins y. Et moins x, moins y satisfont aussi l'équation de l'ellipse, et donc T fait lui aussi partie de l'ellipse. Et donc le point O est un centre de symétrie pour l'ellipse. Voilà, c'est pour ça que O va s'appeler le centre de l'ellipse, et que les deux axes de coordonnées, l'axe des x et l'axe des y, ici vont tous les deux s'appeler des axes. Mais attention, il y en a un de ces deux axes qui passe par le foyer, c'est l'axe focal, et l'autre axe de symétrie qui ne passe pas par le foyer va s'appeler l'axe non focal. Ensuite, au niveau vocabulaire, le nombre A plus A, donc la distance entre les deux sommets qui se trouvent sur l'axe focal 2A, ça va s'appeler grand axe. Grand axe, c'est un nombre. Et la distance entre S3 et S4, les deux sommets qui se trouvent sur l'axe des Y, équivaut donc 2 fois petit b. 2b va s'appeler petit axe, puisqu'on rappelle qu'on a ici entre le foyer et S4, pas entre S1 et S4. Attention, entre le foyer et S4, la distance est exactement petit a. Et on a ici un triangle rectangle qui a comme côté, comme hypoténuse petit a, et comme côté petit c, petit b. Et donc cette distance-ci, petit b, c'est la petit b, la somme des deux, 2b, c'est ça qu'on appelle le petit axe. Alors encore une remarque, on a également le fait que puisque b carré a été construit de cette façon-ci, on peut écrire a carré égale b carré plus c carré, autrement dit a qui était déjà plus grand que c est aussi plus grand que b. Et donc entre les deux dimensions, 2a et 2b, c'est 2a qui est toujours plus grand que 2b. Donc quand on a l'équation d'une ellipse, il y a un rapport et des relations qu'on peut donc établir entre A et B. A est toujours plus grand strictement que B.
Bien, maintenant si on veut étudier l'allure et vérifier l'allure de cette ellipse, eh bien on va faire appel aux techniques du cours d'analyse. Et pour ça, on part de l'équation de l'ellipse, qui n'est donc pas l'équation ou l'expression analytique d'une fonction, mais si on isole y, eh bien on peut faire apparaître qu'y peut s'écrire soit comme plus, soit comme moins, b sur a fois la racine carrée de a carré moins x carré. Et avec le plus aussi bien qu'avec le moins, ça correspond chaque fois à une expression analytique d'une fonction. Supposons qu'on prenne le plus veut dire que on est en train d'examiner ici et de faire de la moitié supérieure de l'ellipse le graphe d'une fonction qu'on peut appeler f, et la partie inférieure de l'ellipse, la moitié inférieure, obtenue avec le signe moins ici, va être le graphe d'une autre fonction g de x. Et comme l'axe des x est un axe de symétrie, eh bien étudier la fonction f suffit. On peut même étudier seulement la moitié de f sur un demi-intervalle ici, puisqu'on sait également que l'axe des y est un axe de symétrie. Bien, donc ce que l'on fait, c'est examiner f de x égale plus b sur a racine carrée de a carré moins x carré, avec les outils d'analyse, et on vérifie tout ce qu'on a mis au point jusqu'à présent, la parité de la fonction, donc sa symétrie par rapport à l'axe des y, le domaine qui est bien l'intervalle qui va de moins a jusqu'à a, les deux racines qui sont moins a et a. On vérifie qu'il n'y a pas d'asymptote. Bon, les obliques et les horizontales, on le savait, mais il n'y a pas de verticale non plus. Si on s'intéresse à la dérivée de f, c'est pas très compliqué à mettre au point son expression analytique et son tableau de signes, et on constate que la dérivée n'existe pas en moins a et a, mais on peut calculer que la limite est un infini, autrement dit, comme la dérivée donne la pente de la tangente, eh bien ça veut dire qu'ici, l'ellipse possède une tangente horizontale. Ça veut dire que le graphe de l'ellipse n'est pas quelque chose de pointu, c'est quelque chose de bien arrondi et qui colle avec le graphe de la tangente, qui est presque vertical au voisinage du sommet S1. Même chose ici pour le sommet S2. La dérivée première s'annule en 0, donc le point de l'ellipse qui a comme abscisse 0, celui-ci, de la fonction f plutôt, donc celui-ci, correspond à une tangente horizontale, donc on a une tangente horizontale ici. Par symétrie maintenant, on va avoir une tangente horizontale aussi ici, liée au graphe de G. Et si on met tout ça ensemble, eh bien ça fait apparaître le fait que n'importe quelle ellipse est inscrite à un rectangle, puisque tous les côtés du rectangle sont des tangentes. N'importe quelle ellipse, toute ellipse est inscrite dans un rectangle qui a comme dimension 2a, 2b, le grand axe et le petit axe de l'ellipse. Bien. Au niveau concavité maintenant, on peut vérifier que la concavité est bien celle qu'on avait imaginée, puisque si on calcule la dérivée seconde et son signe, pour f, la concavité est négative et donc toujours tournée vers le bas. L'ellipse ne va pas se mettre à onduler, elle est toujours bien avec une concavité vers le bas pour f et donc vers le haut pour g. Et au niveau de la dérivée première, on n'en a pas parlé, mais on a bien évidemment la croissance à gauche de S3 et la décroissance après. Voilà.